En 1930, Mustafa Kemal a fondé un parti d'opposition, enfin le parti de Sa Majesté, un parti libéral, ce qui dénote sans doute, enfin, ce qui est ambigu, ce qui montre à la fois son autoritarisme. On a des témoignages amusants où il convoque le chef de ce parti en lui disant « tu vas fonder un parti d'opposition », si vous voulez, donc ce qui est assez caricatural d'une certaine façon, et en même temps son désir de reproduire le modèle occidental de la démocratie et du pluripartisme, si vous voulez, du multipartisme. Et puis, à partir de la crise, à partir de l'échec de la création de ce parti, qui a révélé en fait des oppositions fortes, des résistances au système kémaliste, eh bien là, on s'est orienté assez nettement vers un régime plus autoritaire et où, en fait, on a affaire à un parti unique. Le régime s'est rendu compte que les risques d'explosion, de contestation radicale étaient là. Donc, le régime a décidé de changer radicalement de méthode et de se projeter dans un autre cadre, un cadre révolutionnaire, et non pas exclusivement dans un cadre de gouvernement réformateur. À cet effet, les délégations ont été envoyées en Italie et en Union soviétique pour apprendre comment les Russes et les Italiens font et comment ces deux révolutions, donc la révolution fasciste et la révolution bolchevique, obtiennent l'adhésion de la population. À leur retour, l'élite kémaliste a décidé effectivement d'avoir une politique de mobilisation de masse, d'organisation de masse, d'aller vers le masse et surtout d'encadrer totalement la jeunesse pour transformer la jeunesse en fer de lance en quelque sorte de la révolution kémaliste. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Milli kültürümüzü muasır medeniyetinin üstüne çıkaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla Fatih'in yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Lorsqu'on entend Mustafa Kemal parler à la radio, par exemple, ce qui commence dans les années 30 d'ailleurs, lorsque l'on voit des efforts, par exemple, de propagande qui devient justement quelque chose qui est vraiment organisé politiquement à partir des années 30 également, on a bien l'impression effectivement qu'il y a quelque chose du style fasciste, donc avec des organisations que l'on appelle les maisons du peuple, qui sont chargées d'apporter la bonne parole, si vous voulez, du parti. Dans les modèles fascistes et communistes, le mouvement venait d'en bas. On ne peut pas dire que les fascismes de Mussolini ou Hitler étaient tout à fait démocratiques. Mais tous deux étaient des mouvements de masse. En Turquie, ce n'était pas un mouvement populaire. Un régime qui réalise une révolution dans le sens du parlementarisme, dans le sens
de la politique, disons, faite par la majorité de la population. C'est un régime progressiste, d'abord. Le fascisme, c'est quand même un régime rétrograde, que je dirais même réactionnaire. L'important est de voir où la société va sous cette dictature. Et quand on se rend compte du fait que la direction prise est quand même pour quelque chose qui est, à mon avis, émancipateur pour la société, on ne peut pas parler de fascisme. Durant les années 30, séduit par les questions répandues à cette époque de race et de peuplement, Kemal tente d'imposer une vision raciale de l'histoire de l'Anatolie, qui représente depuis le traité de Lausanne l'essentiel du territoire de la Turquie. On sait tous que les Turcs sont arrivés en Anatolie au XIe siècle, que l'Anatolie a été grecque, arménienne, kurde, assyro-chaldéenne, arabe, tout ce qu'on veut, mais certainement pas turc. C'est un vrai problème, dans la mesure où toute la conception que l'on se fait en Occident, et dont les Turcs ont hérité, bien entendu, les élites turques ont hérité de la nation et du nationalisme, c'est justifier la présence, les droits historiques. On était là avant vous, on était là avant les autres, etc. Du coup, il devient extrêmement urgent de s'approprier l'Anatolie, d'avoir l'acte de propriété de l'Anatolie. Et cet acte de propriété a été obtenu par la réécriture totale de l'histoire. L'Anatolie a été décrite comme turque depuis des millénaires et des millénaires. Et partant, on a décrété que non seulement l'Anatolie, mais toute l'humanité, à l'origine, avait été turque. De la même façon, on a inventé d'une manière encore plus paroxystique l'idée que le turc était une langue mère, que c'était la mère de toutes les langues dont étaient issues les autres langues. He wanted to give this country something. Il voulait donner au pays les moyens d'être fier de lui-même. C'est comme ce miroir dans le conte de fées qui dit toujours « Tu es la plus belle du monde ». Il voulait offrir à la société une belle histoire. C'est sûr et certain que 10 ans lassent, surtout quand on a fait comme lui un parcours absolument extraordinaire dans les 5 ou les 7 premières années. Donc c'est vrai que quand on cherche à faire autre chose, on peut parfois avoir des centres d'occupation moins intéressants et aux perspectives moins fortes. Voilà, donc il y a une certaine lassitude, il y a un certain vieillissement, il y a un certain affaiblissement peut-être de l'entourage, une certaine médiocrisation de cet entourage, et c'est vrai que tout ceci facilite des épisodes médiocres. Malgré cette tentation autoritaire, Mustafa Kemal complète son œuvre réformatrice sous le regard approbateur des puissances occidentales. En 1932, la Turquie adhère à la Société des Nations et le Premier ministre grec propose, sans succès, que Kemal reçoive le prix Nobel de la paix. En 1930, Kemal crée la Banque centrale de la République turque. Le libéralisme économique affiché dans les années 20 est abandonné en raison des effets négatifs de la crise de 29. Kemal opte dès lors pour une économie plus dirigiste et étatiste. En 1932,
L'appel à la prière n'est plus lancé en arabe, mais en turc. En 1934, les femmes obtiennent le droit de voter et de se présenter aux élections, soit 15 ans après les Allemandes, mais 11 ans avant les Françaises. Les femmes turques se rendent en nombre dans les bureaux de vote. Pour illustrer son désir d'émanciper la femme turque, mais aussi par souci de ne pas désigner de dauphin ou de successeur, Kemal adopte 8 filles, la plupart déjà adultes. Il a choisi des jeunes femmes qui s'inscrivent dans une démarche qu'on pourrait qualifier de marketing politique. Le fait de choisir une intellectuelle historienne, le fait de choisir quelqu'un qui a été pilote d'avion, tout cela effectivement correspond comme à des cases, à des fonctions, à des paramètres d'exemples de réussite de la femme turque. La même année, en 1934, il crée un état civil et impose aux Turcs de porter des patronymes. Il se voit alors attribuer le nom d'Atatürk, ou père turc. En 1935, il franchit un pas supplémentaire dans l'adoption du modèle de société occidentale. Le dimanche devient le jour de repos hebdomadaire, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. En 1937, le terme laïcité fait son entrée dans la Constitution. Cette introduction est imprescriptible et demeure toujours en vigueur aujourd'hui. L'influence du kémalisme a largement dépassé les frontières de la Turquie. Mustafa Kemal est devenu un modèle pour de nombreux pays, notamment dans le monde colonisé. Mais son prestige fut également reconnu par le monde occidental, qui voyait en lui une référence pour les pays de culture musulmane, sommés de se moderniser. The name of Gazi Mustafa Kemal will forever be associated with the development, founding of the new modern Turkish state, and will forever be inscribed indelibly upon the rolls of history. Türk milleti taben demokrattır. The Turkish nation is democratic by nature. Zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin Türk milleti. I have no doubt that the American nation, which has gone so far in this ideal, is Turkey's friend in her aims. Bütün beşeriyeti birbirini sevmeye. This will not be all. Perhaps it can lead to a world of love, with all old prejudices erased, with all nations coexisting in peace and prosperity. L'influence de Kemal Atatürk a été très très forte sur plusieurs leaders du monde arabo-musulman. Bourguiba, par exemple, ne s'est jamais caché de l'influence extrêmement directe et du patronage spirituel dans lequel il se plaçait par rapport à Mustafa Kemal. Et le Shah d'Iran, dans un autre genre, raconte que son grand regret, c'est de ne pas avoir réussi à réformer l'Iran comme Atatürk avait réussi à réformer la Turquie. Et le père du Shah s'était rendu au début des années 30 à Ankara, il reconnaissait la Turquie comme son modèle. De la même manière que le roi d'Afghanistan s'était rendu également en Turquie et voulait faire de l'Afghanistan un pays modernisé sur le modèle de la Turquie d'Atatürk. C'est à Istanbul que Kemal meurt d'une cirrhose le 10 novembre 1938, à l'âge de 57 ans. Son premier ministre, İsmet İnönü, le remplace à la tête de l'État. La Turquie fait à Mustafa Kemal Atatürk de grandioses et émouvantes funérailles. Toute la population d'Istanbul, étreinte par une immense douleur, vient s'incliner devant la dépouille de l'homme qui, en 15 années, accomplit une révolution sociale sans précédent dans l'histoire des peuples musulmans. C'est pourquoi le peuple turc lui a donné le surnom d'Atatürk, père des Turcs. C'est évidemment un bilan contrasté que l'on peut tracer de la Turquie parce que les changements, les réformes ont affecté d'une manière finalement très inégale le pays. D'une certaine façon, les réformes, les nouvelles idées qui ont circulé à l'époque de Mustafa Kemal, l'insistance sur la civilisation, la modernisation du cadre de vie, l'occidentalisation des mœurs également, si vous voulez, finalement ça a accentué d'une certaine façon, ça a contribué à accentuer certaines inégalités en Turquie entre les villes et les campagnes.
le bilan de 1938, d'une certaine façon, il faut le faire dans les années 50, au moment du pouvoir des démocrates, et qui met en lumière, parce qu'ils sont plus libéraux et que donc ils donnent davantage de poids à une Turquie paysanne et religieuse, qui mettent en relief les limites des réformes kémalistes. Le corps du grand homme d'État turc reposera au musée ethnographique en attendant que lui soit construit un mausolée dans ce musée qui est son œuvre et devant lequel le peuple turc reconnaissant avait déjà de son vivant placé son effigie. Cas unique au monde, depuis 1938, tous les ans, le 10 novembre, à 9h05, date anniversaire de la mort de Mustafa Kemal, le temps est suspendu. Les Turcs observent 1 minute de silence en mémoire du père de la Turquie moderne.